Salutations chaleureuses à l'endroit de nos téléspectateurs et ravis de nous retrouver sur le plateau de Frika TV pour l'émission Panafricanisme 101. Panafricanisme 101 en ce jour traite de l'actualité du côté du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et pour terminer avec les élections municipales en France. Au Mali, les tensions persistent dans le pays malgré les concessions du président Ibrahim Boubacar Keïta. Du côté de la Côte d'Ivoire, une situation inédite se présente alors que le pays prépare ses élections présidentielles d'octobre 2020. Nous parlons du décès d'Amadou Gon Coulibaly, mais aussi de la démission du vice-président Daniel Ducamp. Et au Cameroun, nous faisons allusion au départ de l'ambassadeur des États-Unis, Peter Ballerin, après 3 ans de service sur le territoire camerounais. Et pour terminer, nous allons faire allusion à la voix de la dynamique diaspora camerounaise qui s'est fait ressentir lors des élections municipales en France pour le compte de l'année 2020. Pour en parler ce soir sur ce plateau, nous recevons M. Ami Détrange. Bonsoir. Oui, bonsoir et bon après-midi. Je suis une fois de plus ravi d'être là, je peux dire, dans la maison familiale parce que je suis un habitué du plateau. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également ravis de vous recevoir. Nous signalons que vous êtes député junior des Nations Unies pour le compte du Cameroun. Et à ma droite, nous avons M. Paul Eyoum. Bonsoir. Oui, bonsoir Vini, bonsoir à mon co-panéliste Amidou, bonsoir à la technique de Frika TV. Content d'être encore là ce soir. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme nous l'avons annoncé, le Mali est enclin à une véritable crise politique. D'un côté, nous avons l'imam influent Mamoud Dicko. D'un autre côté, nous avons les mouvements de la société civile portés par le M5. L'opposition dénonce l'insécurité grandissante dans le pays, le marasme économique, mais également le favoritisme de la Cour constitutionnelle à l'endroit du président Ibrahim Boubacar Keïta. Lors des législatives de mars, des milliers de Maliens sont descendus dans les rues pour protester et réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est d'ailleurs au pouvoir depuis 2013, malgré les nouvelles ouvertures portant notamment sur l'annonce de la dissolution de la Cour constitutionnelle sur la main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta pour une possible coalition, mais également sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les tensions qui ont fait jusqu'ici un peu plus de 10 morts et 70 blessés continuent dans le pays. Allons au micro de Karen Sobdieu pour plus de détails. Au Mali, après une fin de semaine marquée par des troubles violents à Bamako, les leaders de l'opposition au président malien Ibrahim Boubacar Keïta, arrêtés ces derniers jours, ont été libérés lundi 13 juillet 2020. Cette libération s'est faite suite à la déclaration de l'imam Mamoud Dicko appelant ses partisans au calme après 2 jours de manifestations orchestrées par le mouvement du 5 juin ayant fait 11 morts et 124 blessés. Je demande encore une fois à la jeunesse malienne de faire preuve de retenue et de calme. Nous pouvons vraiment trouver et obtenir tout ce que nous cherchons dans la patience, dans les bonnes manières, évitant toutes sortes de violences. C'est par ces mots que le chef de l'opposition a interpellé les manifestants à baisser le rythme. Même après cet appel, nous notons que la situation reste tendue à Bamako, la capitale du pays. Monsieur Amidou, nous nous tournons vers vous. Pourquoi pensez-vous que les Maliens auraient refusé la main tendue du président Keïta? Vous savez, concernant la situation socio-politique actuelle au Mali, il faut penser beaucoup plus, il faut ramener cela dans l'histoire. Vous savez, la situation du Mali actuelle est comparable à celle de Libye du feu Muammar Kadhafi, avec l'intervention de l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en 2011. C'est ça qui a fait la route pour lancer des terroristes dans ces zones. Et revenons encore sur cette question. Vous savez, le Mali est un pays économiquement pauvre. Qui dit économiquement pauvre, ça veut dire que les ressources sont non seulement mal gérées, mais aussi il y a aussi l'insuffisance
de ces ressources. Mais là où son actuel président Ibrahim Boubacar Keïta a péché, c'est où? Parce que d'abord, Ibrahim Boubacar Keïta, il est un peu, je peux dire, incapable de gérer la situation, du Mali. Non seulement encore il est incapable, mais aussi au niveau même de l'organisation du gouvernement. D'abord, il n'y a pas la redistribution des revenus de ces richesses. Encore beaucoup plus loin, vous savez, au Mali, nous rencontrons aussi beaucoup de communautés, et ces communautés sont fracturées. Et maintenant, à tous ces alibis maintenant, nous avons eu la descente dans la rue. Il y a les affrontements, je voulais dire plutôt les affrontements entre les civils et les forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été arrêtées, notamment les opposants, tels que je veux en citer ici, à Clément Diarra, je pense, et les têtes pensantes comme Adam. Comme un chef de file, tête de proue de ces mouvements, vous avez cité tout à l'heure Imam Diko. Donc, pour cela, pour dire que la situation actuelle qui prévaut au Mali n'est pas négligeable. Et j'en dirais donc, pour en citer les pistes de solution, il faut donc quoi pour sortir avec cela? Il faut donc quoi? Il faut d'abord que le président, comme il a déjà fait, il a chargé le chef du gouvernement à renouveler encore le dialogue. Vous savez, toute crise se finit toujours par régler sur la table. Donc il a instauré au chef du gouvernement de renouveler une fois de plus le grand dialogue. En plus de cela, il faut que tous ces citoyens vivent de leur travail. Ça veut dire c'est ça qui va constituer donc la stabilité dans le pays. Encore il faut le mobilisme, donc il faut le vivre ensemble entre les différentes communautés. J'en sors de là d'abord. Merci pour votre contribution. Monsieur Eyoum, la situation au Mali reste jusqu'ici critique. La communauté internationale n'est pas restée muette. On a vu la CEDEAO qui a recommandé que les élections législatives soient réorganisées, notamment dans les zones où les résultats étaient truqués. Mais elle a également choisi Goodluck Jonathan, un ancien président nigérian entre 2010 et 2015, pour être un médiateur pour la paix au Mali. Quel impact pour la crise? Ce que je veux d'abord dire, c'est que nous les Africains, nous devons grandir. Sincèrement, nous devons grandir parce que la situation au Mali, ça peut faire rire d'autres. Quand je parle d'autres, je parle hors du continent. Tout simplement parce que voilà un pays où les gens sont allés aux élections présidentielles. Ils ont voté eux-mêmes leur président. Je ne refuse pas. Le président peut ne pas être à la hauteur, mais c'est vous qui l'avez choisi. Observez qu'en Occident, prendre le cas de la France et des États-Unis surtout, beaucoup ne sont pas d'accord avec le président. Mais ils savent qu'il a en cours de mandat, qu'il a été élu selon leur système et qu'ils doivent attendre la fin de son mandat s'ils ne sont pas d'accord pour le changer. Pourquoi chez nous en Afrique, on doit toujours être en train de vouloir créer des situations de tension? Le président Ibeka il a proposé des concessions. Les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord. On parle d'un imam. J'ai demandé depuis quand les religieux font la politique. Moi, je ne sais pas. Vous voyez, non seulement ça peut venir des populations, mais il y a aussi derrière des récupérateurs politiques. C'est important de le dire. Il peut y avoir derrière beaucoup de récupérateurs politiques qui sont les opposants du président. Ce qui n'arrange pas la situation, même si les revendications peuvent être légitimes. Le problème de répartition des richesses, c'est dans tous les pays d'Afrique. Ce n'est pas seulement au Mali. Même au Cameroun, il y a le problème de répartition de richesses. Quand j'ai fini de dire ça, c'est pour dire quoi aujourd'hui? Si la CEDEAO a décidé d'intervenir, c'est une bonne chose. Parce que d'habitude, quand il y a ce genre de situation en Afrique, on sait que ce n'est même pas généralement les pays africains qui interviennent. Si la CEDEAO a décidé d'intervenir et de choisir M. Goodluck Jonathan, ancien président nigérien, qui a été un des présidents qui a marqué son règne au Nigeria, c'est déjà une bonne figure. Maintenant, moi je me vais aussi poser la question, pourquoi dans les pays, il faut toujours que quelqu'un vienne de l'extérieur pour venir
intervenir dans les histoires internes, même si c'est un Africain. Cela veut dire que les Maliens, entre guillemets, ne sont pas encore politiquement matures. Parce que s'ils étaient politiquement matures, ils n'en seraient déjà pas là. On conteste le Conseil constitutionnel. Même au Cameroun, le Conseil constitutionnel fait partie des contestations. Mais vous n'avez vu personne qui allait saccager des bâtiments publics parce qu'ils contestent le Conseil constitutionnel. Et ici, je suis même pire qu'ici le système électoral. C'est même pire qu'au Mali. Je suis convaincu que c'est même pire au Cameroun qu'au Mali. Mais vous ne le voyez pas, les gens fait parce que on a l'habitude de dire que le Cameroun est un peu plus mature. Et il faut le reconnaître politiquement. Les Camerounais sont un peu plus matures que beaucoup d'autres pays africains. Et je regrette aujourd'hui que le Mali donne ce mauvais exemple de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est aussi l'acceptation des jeux, des règles. Vous ne pouvez pas aller aux élections. Quelqu'un remporte les élections avec ses règles. Quand ceux qui sont des opposants, je dis il y a ceux qui étaient au pouvoir aussi hier. Quand ils étaient au pouvoir, les règles étaient bonnes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au pouvoir, les règles ne sont pas bonnes. Il faut un moment que les gens arrêtent avec ce genre de jeu où on prend il faut qu'on arrête d'avoir des positions circonstancielles, qu'on ait plutôt des positions de conviction, des positions circonstancielles. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on se positionne selon le vent. Quand on est opposant, on tient un discours. Quand on est au pouvoir, on tient un autre discours contre les institutions qui sont établies, que nous-mêmes nous avons choisi, que nous avons établies. Donc, s'ils disent qu'il faut repartir aux élections législatives, c'est aussi une solution. Vous réorganisez les élections. Et moi, je crois, si le président Ibeka lui-même aussi est sincère et qui pense que son parti vraiment remporter les élections législatives, ça ne lui coûte rien de dire qu'on reparte aux élections. Et là, maintenant, on saura, parce que si ceux-là sont encore battus une deuxième fois, je crois qu'à ce moment, le peuple malien va prendre le monde à témoin pour dire que voilà, ces gens, ils sont encore aux élections, c'est tel qui a gagné. Et j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans une situation d'enfumage. Parce que ça commence toujours comme ça. Après, on passe de communauté internationale qui n'est plus africaine, ça part à l'ONU. Après, c'est le bombardement, c'est ceci, c'est cela. On dit non, 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 nous ne voulons pas ce genre de situation. Ce n'est pas que je soutiens le président malien, loin de là. Je soutiens la démocratie. Et cette démocratie veut qu'il y ait aussi un respect des institutions qui ont été établies par nous-mêmes. Mais si vous soutenez la démocratie, comme vous disiez tantôt, alors les revendications du peuple, peut-être que les moyens utilisés ne sont pas bons, elles sont légitimes. Je l'ai dit ici. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'ils ont choisi leur président. Pourtant, les Maliens déclarent que le président Keïta a été favorisé par la communauté internationale et en l'occurrence par la France lors des élections. Vous savez, si je vous pose la question, vous connaissez combien de présidents d'Afrique francophone dont on dit qu'ils n'ont pas été favorisés par la France? Tous les présidents, même au Cameroun, que le président vient de la France. En Côte d'Ivoire, bon, pour la Côte d'Ivoire, là-bas, on a même vu, là-bas, c'est pas caché, on a vu que c'est la France qui est venue lui dire cassez-toi jusqu'au palais. Dans les autres pays, donc dire que c'est la France qui l'a favorisé, je crois, et comme je l'ai dit, tout ça participe du manque de maturité. Si on dit que la France qui l'a favorisé, j'aimerais bien savoir si c'est les Français qui votent au Mali, si c'est les Français qui sont membres du Conseil constitutionnel, si c'est les Français qui organisent les élections. Il faut un moment que les Africains arrêtent avec ces discours, rejeter toujours la faute. Si le Conseil constitutionnel n'est pas bon, ça veut dire que les Maliens qui ont un problème. Ce n'est pas la France. On connaît qu'il y a la fraude, il y a la corruption. Mais la fraude, c'est qui? C'est la France qui vient payer les gens sur le terrain. Moi, j'étais par exemple aux élections. Mais laissez le parti au pouvoir, c'est la France. Pourquoi on accuse dans la France? Je ne dis pas que la France est blanche. Tout ça fait partie des rapports diplomatiques. C'est un rapport de force. Chaque pays qui a ses intérêts dans la sous-région essaie de les maintenir. Donc, c'est non. Dans tous les pays du monde, vous avez suivi aux États-Unis le président Donald Trump. C'est la Russie. Ça, c'est un fait qui a été vérifié. On n'a pas seulement décidé de protéger la première puissance mondiale, mais ça a été vérifié que la Russie a soutenu. Ils ont même soutenu insidieusement parce qu'ils ont même piraté des comptes. Ils ont fait du mal à Hillary Clinton en faisant des dénonciations calomnieuses qui lui ont coûté l'élection. Ils ont soutenu parce que c'est comme ça la politique. Même demain, vous-même pouvez être candidat à votre pays. C'est normal que les gens laissent vous soutien parce qu'ils voient que c'est vous qui portez leurs intérêts. Maintenant, si les populations, je vous dis que ce n'est pas vous, ce ne sera pas vous. En RDC, il y avait les élections. Pourquoi ce n'est pas le candidat de la France qui est passé? Pourquoi c'est pas le candidat de la France qui est passé? Il faut que les gens arrêtent, que les gens soient matures, qu'ils assument leurs propres actes et les conséquences qui vont avec. Et aussi parlant, je veux ajouter à cela, parlant justement de la maturité politique, il faut savoir d'abord au niveau du Mali que les Maliens ont des incapacités à agir concrètement pour la transformation. Je prends l'exemple, par exemple, sur le plan éducatif. D'abord, au Mali même, ils sont incapables de former des jeunes qui peuvent résister aux sirènes de la corruption.
Bon, je veux prendre maintenant la globalité. Nous, les Africains, nous avons toujours les préjugés dans la tête. Donc, si on fait la chose, c'est toujours avec la corruption. Même si les élections se déroulent dans de bonnes conditions, on se met toujours dans la tête que c'est avec le candidat est passé avec la corruption. Tout à l'heure, l'autre copanéliste a souligné que, par exemple, je pense dans le pays de Tizezeki, pourquoi ce n'est pas le candidat français qui est passé. Donc, pas français, le candidat soutenu par la France. Merci beaucoup. Le candidat soutenu par la France qui est passé. Donc, les sons d'agir comme des animaux, réfléchissons dans la droite ligne. Merci. Ok. Pensez-vous alors que les moyens qui sont utilisés par le peuple malien sont bons, bien que les revendications puissent être légitimes? Le peuple a-t-il le droit de faire recours à tout moyen pour parvenir à ses fins? Non, moi je dirais que les moyens utilisés par les peuples maliens ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont osé donc toucher d'abord les symboles de leur pays. C'est ce qui caractérise donc leur acte, on peut dire, anti-républicain. Donc je pense que s'il veut revendiquer, il peut sortir juste dans la rue avec les plancards et demander même le départ du président, en soulevant aussi les motifs pour le départ du président. Je reviens encore sur les élections. Ils disent que les élections ont été tripatouillées. Moi, j'ai souligné tout à l'heure dans mes propos que là où Ibrahim Boubacar Keïta a beaucoup plus péché, il n'a pas pu, d'abord au début, il n'a pas pu réunir la communauté au Mali parce que vous savez, au niveau, par exemple, je parle de Bamako, au niveau de Bamako, plusieurs communautés se sont fracturées. Donc, il n'a pas réuni cette communauté. Je reviens encore sur le plan économique. Sur le plan économique, vous avez souligné tout à l'heure le marasme économique. Donc, au niveau du gouvernement, d'abord, il n'y a pas la redistribution assez des richesses et des ressources. C'est ça le véritable problème. D'accord, merci. Monsieur Youm, tout à l'heure, vous avez mentionné que le peuple malien reste tendu malgré les concessions que le président Ibrahim Boubacar Keïta a déjà fait. Mais on se souvient, si on rentre dans l'histoire, qu'il a eu l'habitude de le faire 3 fois. Il a tendu la main à l'opposition avec Soumaïla Cissé et après, il a poignardé, si on peut le dire ainsi. Peut-il être autant sérieux cette fois? Peut-être que c'est ce qui constitue la crainte de son propre peuple à son endroit. Vous savez, je dirais toujours, la politique est un jeu d'intérêt. Quand il faut que les Africains soient matures. Quand le président a besoin de lui, il a fait appel à lui. Ce que vous appelez poignarder dans le dos, qu'est-ce que vous appelez poignarder dans le dos? Il a tout simplement jugé que celui-là lui était plus utile. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Il faut laisser les émotions. Il n'y a pas d'état d'âme en politique. Le président Ibeka, il a fait les concessions. Demandez aujourd'hui s'il sera sérieux. Bon, la question peut se poser. Ceux qui étaient d'abord hier avec lui, est-ce qu'eux étaient d'abord sérieux? Parce qu'il faut aussi regarder par là. On peut accuser le président alors que c'est ceux qui sont en face qui ont tort. Moi, je disais, quand vous avez posé la question tout à l'heure de savoir si les revendications des Maliens sont légitimes, les moyens ne sont pas légitimes. Parce que quand vous allez saccager les édifices publics, nous au Cameroun, on a eu des gens qui sont autoproclamés président élu. Mais après, ils ont marché. Non, oui, je suis bien en démocratie. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis bien que la manifestation est normale. Les revendications sont légitimes. La manifestation pour casser, pour saccager n'est pas normale. Il faut dissocier les deux. On a eu des gens ici qui ont voulu marcher pour créer de l'insurrection, qui ont saccagé les ambassades du Cameroun. Et après, quand la Covid est venue, des gens comme ça, il faut encore faire quoi l'ambassade? Quelqu'un qui saccage l'ambassade. Il faut que les gens soient sérieux. Donc les Maliens peuvent revendiquer, comme Amido a dit, sortir avec les pancartes, dire tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne touchent pas aux édifices publics, parce que ça n'appartient pas à M. Ibeka, ça n'appartient pas à ses opposants, ça appartient à tous les Maliens, c'est l'argent de l'État. Quand ils vont finir de saccager, ils vont encore demander à l'État de venir reconstruire ça. Non, il faut que nous soyons sérieux. Donc que les Maliens revendiquent, même moi je ne suis même pas d'accord avec le fait d'appeler le départ du président, c'est eux qui l'ont voté. Attendez, vous avez dit que les élections ce sera bientôt. Oui. Mais attendez, quand les élections vont venir, préparez les élections. C'est ça. Le problème des Africains, c'est qu'au lieu de préparer les élections, les gens préparent plutôt les crises post-électorales. C'est-à-dire avant l'élection, ils sont déjà en train de créer les conditions pour être dans la crise. Tout à l'heure, on va parler de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que c'est les mêmes problèmes.
Et tous les jours, on ne peut pas considérer tous les jours avoir les mêmes problèmes. Même le Mali qu'on croyait un moment qu'il était déjà sorti de ce marasme d'immaturité politique, on voit que lui aussi, il est en train de replonger. Et tout ça après, ça profite au pays extérieur. Parce que quand il y a le trouble, mais c'est ceux qui sont à l'extérieur qui en profitent. Je rappelle toujours, si les États-Unis sont aujourd'hui la première puissance mondiale, c'est tout simplement parce qu'il y avait la guerre en Europe. Pendant que les Européens étaient en train de s'entretuer, les États-Unis vendaient les armes, ils vendaient les céréales et tout. Quand la guerre est finie en 49, les Européens sont revenus matin. Les États-Unis étaient déjà tellement loin, il n'y avait plus moyen de les rattraper. Donc si vous décidez vous-même de faire plonger votre pays dans le chaos, ça vous engage. Mais moi je dis, je n'encourage pas ce genre de choses. Qu'ils revendiquent, qu'ils posent et qu'ils évitent les récupérateurs politiques. Parce que les hommes politiques ils ont toujours tendance à vouloir récupérer les mouvements comme cela pour se positionner. Donc il faut que les Maliens soient matures, qu'ils réfléchissent 2 fois à ce qu'ils veulent faire. Les élections sont proches, elles ne sont pas lointaines, qu'ils patientent le temps qu'ils peuvent patienter, qu'ils fassent des revendications dans les normes. Et que le président Ibeka, son régime s'arrange à encadrer les manifestations. Parce que, vous l'avez dit, en démocratie, la manifestation est libre, elle est normale. Mais la manifestation, pour casser, je dis qu'elle n'est pas normale. C'est pour ça qu'ils doivent encadrer les manifestants, les protéger et s'assurer que ce n'est pas les mouvements politiques. Et moi, je dis, les gens comme l'imam et consorts, qu'ils aillent à la mosquée. Les imams sont à la mosquée, ce n'est pas dans les rues, ni à l'Assemblée nationale. Chacun son rôle, la politique aux politiciens et l'église et la religion aux religieux. Vous ne pouvez pas le dire. Au Cameroun, on a vu le cardinal Christian Toumi. Non, le cardinal Christian Toumi ne fait pas la politique. Je suis mais peut-être que l'action du religieux peut favoriser la paix. L'autre pasteur qui est décédé l'autre fois, Ndifo. Non, lui il fait la politique. Il n'y a pas le problème. Donc quand il dit ça, c'est une façon de dire que vous ne pouvez pas avoir l'habit de l'imam. Il fait la politique. Si vous voulez faire la politique, vous créez un parti politique. C'est ça que je suis en train de créer un parti. La loi ne vous l'interdit pas. Ce que je refuse, c'est de marcher avec la soutane ou l'habit d'imam et dire et faire la politique. Donc, parce que ça c'est du double jeu et ce n'est pas bon. Parce que ceux qui sont là, ils sont ouvertement sur la scène politique. Vous croyez qu'ils vont vous faire des cadeaux? Moi, c'est moi, il ne faut aucun cadeau. Parce que je considère que vous êtes en fait quelqu'un qui veut me finir en passant par des méthodes qui ne sont pas politiquement acceptables. Il faut noter d'abord qu'au niveau de la politique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est les jeux d'intérêt. Ici en Afrique, chez nous, en Afrique, quand on organise les élections, comme tu l'as souligné tout à l'heure, on prépare toujours les crises post-électorales. Donc c'est ça. Donc si l'autre candidat gagne, l'autre ne gagne pas, il y a toujours la corruption. C'est ça. Donc on ne peut pas s'en passer de ça. Donc je voulais lancer appel aux Maliens. Non, c'est pas aux Maliens, c'est pas aux Maliens, à tous les Africains qu'il faut avoir la culture politique. Il faut pas penser très proche, donc il faut viser beaucoup plus la direction. Et parlant aussi, vous avez souligné tout à l'heure que les religieux qui s'occupent de la religion et les politiciens qui s'occupent de la politique. Moi, je vois avec l'évolution du machinisme, comme j'ai tantôt souligné, vous savez que tout le monde se familiarise maintenant avec la politique. Il y a une adage qui avait dit que si tu ne fais pas la politique te fera. Donc, ce qu'on fait, le débat qu'on fait ici, toujours même, c'est la politique. Non, donc, pour dire que quand tu dis que non, les imams restent à la mosquée, les autres, moi je pense que... Non, quand je dis ça, c'est pour dire que l'imam ne peut pas prendre la tête des fils des revendications politiques. Je refuse ça. Mais c'est au niveau de leur organisation. Quelle organisation? Il écrit où que l'imam doit intervenir dans les affaires politiques. C'est écrit où? Peut-être que la loi? Non, peut-être moi je pense que c'est le statut qui régit. C'est ça qu'on refuse. Ça c'est fait de la récupération politique. Et demain, je vais vous dire, demain si le président décide de fermer sa mosquée, il dit que le président est méchant. Parce que là, ce n'est plus un imam, c'est un adversaire politique. Et on ne va pas lui faire les cadeaux. Je vous dis la vérité, on ne va pas lui faire les cadeaux. On va oublier qu'il est imam. Si vous voulez faire la politique, dites que vous faites la politique. Entrez en politique, il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas la bille d'imam et vous venez entrer dans les affaires de politique, de jeux politiques. Moi, je ne vous donne aucun cadeau. Parce que moi, si moi j'étais même Ibeka, les gens commencent à fermer sa mosquée. Parce que je considère qu'en fait, ce n'est plus une église, c'est plutôt un parti politique non légalisé. C'est la vérité.
D'accord, merci. Merci pour vos différentes contributions. Nous allons sortir par là dans le cas du Mali en appelant le peuple malien au retour à la paix car le chaos ne nous profite pas. Allons à présent du côté du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, nous allons parler du départ de l'ambassadeur Peter Ballerin après cette audience avec le président Paul Biya. Et en Côte d'Ivoire, nous allons faire un détour sur cette situation inédite qui se présente, le décès d'Amadou Gon Coulibaly comme nous l'avons annoncé, mais également la démission du vice-président Daniel Ducamp. Karen Sobzeu, nous vous écoutons dans ce reportage. C'est au cours d'une audience accordée à l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun que le président Paul Biya a dit au revoir aux diplomates américains arrivés en fin de séjour dans le pays. L'information a été rendue publique sur le site officiel de la présidence de la République du Cameroun. Paul Biya et Peter Henry Ballerin ont profité pour revisiter les principaux axes des relations bilatérales entre leurs deux pays pendant ces 3 dernières années de service sur le territoire camerounais. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur a déclaré que le Cameroun et les États-Unis ont fait beaucoup de choses ensemble à l'avantage du peuple, notamment dans le domaine de la santé avec la lutte contre le VIH-Sida et récemment contre le Covid-19. Toutefois, l'opinion publique reconnaît que le service de l'ambassadeur américain au Cameroun n'a pas toujours été un fleuve tranquille. En mai 2018, quelques mois après avoir présenté ses lettres de créance au président Paul Biya, Peter Henry Ballerin exprimait son indignation au chef de l'État du Cameroun par rapport aux exactions de l'armée dans la crise en zone anglophone. Dans la même déclaration, l'ambassadeur des États-Unis suggérait au président camerounais de ne pas se présenter aux élections présidentielles d'octobre 2018. Une déclaration qui a perturbé sérieusement les relations entre les deux pays. L'ambassadeur américain quitte ainsi le Cameroun, laissant derrière lui un pays en proie aux crises communautaires ainsi que des tensions politiques engendrées par une opposition intransigeante qui exige toujours la chute du président de la République depuis les élections du 7 octobre 2018. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, rentré jeudi 2 juillet 2020 à Abidjan après un séjour d'hospitalisation sur 2 mois à Paris, est décédé hier mercredi en début d'après-midi. Âgé de 61 ans, M. Coulibaly est parti suite à un malaise en plein Conseil des ministres au palais présidentiel de la République. Du côté du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, c'est la désolation totale, car il était désigné par la majorité pour être le candidat de la présidentielle en octobre prochain. Dans une déclaration du président Alassane Ouattara, il a clairement déclaré, je cite, « Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriennes, de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition de Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle de jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. » Merci Karen Sobzio pour ce brillant reportage. Alors, Monsieur Eyoum, est-ce que le décès d'Amadou Gon Coulibaly et la démission du vice-président Daniel Caban qui a suivi pourrait être d'un impact sur les présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire? La réponse est évidente, oui. Vous savez, la Côte d'Ivoire sort, ça fait à peine 10 ans qu'elle sort d'une crise post-électorale qui n'a même pas encore fini de donner tous ses verdicts parce que vous savez, Madame Bensouda a encore fait des recours par rapport à la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Et déjà, il y a quelques temps, le président Ouattara, on soupçonnait qu'il voulait être encore candidat. Finalement, il a proposé son premier ministre, son feu premier ministre, je veux dire, Amadou Gon Coulibaly, qui était malade. Il est revenu récemment et à la surprise générale, il est décédé. Plus tard après, c'est le vice-président aussi qui démissionne. Ça veut dire que le camp Ouattara est actuellement en pointillé. Donc les gens qui devaient soutenir le président Ouattara sont déjà, bon, je prends le cas du vice-président. Et vous savez qu'il y a surtout la démission de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale. Ça veut donc dire qu'autour du président Ouattara, forcément quand je fais la lecture, je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Non seulement qui n'étaient pas d'accord avec le choix sur Amadou Gon Coulibaly, vous savez qu'on a toujours parlé d'une personne. Le ministre Ahmed Bakayoko, oui, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, parce que lui, il est de tout, pour dire vrai, de tous les candidats de leur parti, de tous les membres du gouvernement,
Ahmed Bakayoko est celui qui présente le meilleur profil électoral, sincèrement, parce que c'est celui qui a toute l'ivoiriété. Quand il dit l'ivoiriété, c'est pas le sens de l'identité, la polémique qu'il y avait sur l'ivoiriété avant, c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui est proche du peuple, qui est connu par le peuple, qui est proche de la base politique, qui est en politique depuis, qui est capé, qui a été dans le gouvernement, c'est quelqu'un qui est rassembleur, c'est quelqu'un avec qui tout le monde peut composer en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on a l'impression que beaucoup dans son camp ne veulent pas de lui comme candidat. Et c'est ceux-là qui étaient derrière le président Ouattara, qui lui ont simplement dit de tout faire pour que Gom Coulibaly soit candidat. Il est passé. Aujourd'hui, il est mort. Le vice-président démissionne. Et vous allez voir que peut-être son vice-président, c'est pour lancer sa candidature à la présidentielle. Entre-temps, de l'autre côté, on regarde ici, si dans le camp de l'ancien président Laurent Gbagbo, les gens vont aussi décider de se lancer dans la course. Et Ahmed Bakayoko, comme il a vu, je crois que lui aussi va tout faire pour être candidat. Donc nous sommes encore repartis dans un nouveau feuilleton de Ivoiro-Ivoirien. Et moi, j'espère seulement que ça ne va pas finir comme en 2003 avec le général Gueye ou comme en 2010 avec le président Laurent Gbagbo. Il y aura encore des coups de feu. Vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays que nous aimons beaucoup. Elle a traversé 10 années avec sa dernière crise. Un pays ne peut pas pendant 30 ans. Et c'est aussi ça les réalités des régimes qui mettent long. Les régimes dictatoriaux qui mettent 30 à 40 au pouvoir. Parce que c'est depuis la mort du président Houphouët-Boigny que ce pays est constamment en instabilité politique. Parce que tout ça, ce sont les enfants du président Houphouët qui sont en train de se tuer jusqu'à présent. Et maintenant, ce sont les successeurs qui sont déjà entrés dans ces combats. J'ai parlé de Blé Goudé, de Ahmed Bakayoko, même si les deux ne sont pas opposés. C'est vrai, mais je vais dire que ce sont les enfants nés de Ouattara, du camp Ouattara et du camp Gbagbo qui sont prétendants aujourd'hui à la présidentielle. Et dans ce jeu, ceux du camp Ouattara, on l'avance bien sûr parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont les manettes, ils ont les leviers, etc. Mais vraiment, je crois que le vrai problème, c'est dans le parti de Ouattara et non ailleurs, qui trouvent une solution là-bas entre eux-mêmes, qui se parlent franchement, tout le monde joue à franc jeu. Parce que si les uns essaient de doubler les autres, je vous assure qu'on risque de retomber dans la même crise que celle de 2010. Votre lecture sur la situation en Côte d'Ivoire? D'après la lecture politique que je peux faire sur la situation politique qui se prévaut maintenant en Côte d'Ivoire, vous savez, les politiciens ont déjà prévu les choses depuis. Donc moi, la situation qui se prévaut maintenant en Côte d'Ivoire ne m'impressionne pas avec la mort je peux dire l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'abord au niveau de la RHDP, au niveau même du parti. Après le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le deuxième jour, une fois, la commission a siégé pour voir dans quelles conditions il peut encore prendre un nouveau candidat. Parce que vous savez que la fermeture des dossiers, je pense que c'est en octobre. C'est en octobre bien. Donc, moi, je vois que la question qu'on doit plutôt se poser, est-ce que d'abord la Constitution permet à Alassane Dramane Ouattara de se présenter de nouveau? Si la Constitution le permet, moi j'en dirais que monté ou descendu, Alassane Dramane Ouattara encore va se présenter une fois de plus. Même s'il a prononcé la fois passée, il a dit qu'il prend déjà sa carrière politique, il part se reposer, il doit encore céder la place aux jeunes et tout et tout. Moi j'en dirais qu'en politique, tout est déjà préparé. Bon, je ne voulais pas entrer beaucoup plus, je ne voulais pas crever l'abcès pour dire que non, il y a des coups montés, ceci, cela. Moi, j'ai dit que monté ou descendu, Alassane Dramane Ouattara va se préparer une fois de plus. Et maintenant, là où le problème se pose, c'est au niveau du parti de RHDP et celle de Guillaume Soro. Vous avez vu, tous ces derniers mois, on avait lancé l'arrestation contre Guillaume Soro. Bon, et je ne sais pas à quel niveau l'affaire se trouve maintenant. Mais encore, si jamais Guillaume Soro revient en Côte d'Ivoire et qu'on accepte son dossier, Guillaume Soro a été condamné, donc il ne peut même pas être candidat. Effectivement, j'ai dit parce qu'il y a une commission qui a siégé pour je pense, l'Union africaine pour condamner l'arrestation contre Guillaume Soro. Je pense bien que vous avez vu cette sortie. Bon, et je pense que quand Guillaume Soro va revenir en Côte d'Ivoire, et si on accepte sa candidature, Guillaume Soro, il y aura duel entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara. Bon, je ne souhaite pas, mais ça va finir très mal, parce qu'on connaît déjà le tiraillement qu'il y a eu entre ces deux hommes.
Vous savez, quand le président Gbagbo était au pouvoir, son épouse Simone disait toujours bandit, les gens comprenaient. Elle parlait de Ouattara à l'époque. Quand Guillaume Soro, parce que moi je disais toujours aux gens, Soro, jeune comme il était, 29 ans qui a commencé la rébellion, il prenait l'argent au point de soutenir tous ces rebelles. C'est de là qu'on comprend que les gens qui ont toujours été derrière, et c'est pour ça qu'ils disaient Chop Bandit. Chop Bandit, c'était M. Ouattara. Ils sont arrivés au pouvoir quand ils sont arrivés. Et nous autres, nous avons dit que ces deux-là, ça va finir comme c'est en train de finir. Et ce qui est sûr, quoi qu'on dise, Soro a encore une carte à jouer. N'oubliez pas qu'il a encore ces rebelles qui sont encore sur place. Et il peut tout simplement essayer de perturber le processus électoral. Même s'il n'est pas candidat, il va tout faire pour perturber. Surtout le président sortant Ouattara. Et comme Amidou l'a dit, Ouattara peut être encore candidat parce que la constitution le lui permet. Il faut le reconnaître, la constitution lui permet. C'est lui qui a décidé de ne plus être candidat parce que même Chirac a eu exactement le même qu'en France en 2007 où lui il a décidé de ne pas être candidat. Donc aujourd'hui, et moi je crois sincèrement comme Amidou, vu comment c'est parti, s'ils ne s'entendent pas les RHDP, il faut le jeu de Ouattara. Parce qu'à la fin, il va leur dire que bon, comme vous n'entendez pas, vous n'êtes pas capable de vous entendre, bon, moi je continue dans ma candidature. Je vous ai dit que tout est déjà prévu, on verra donc à la fin de la Ouattara se présenter de nouveau. Même la démission de son vice-président peut mettre une orchestration pour aller créer les désordres de celle du parti, pour que lui, Ouattara en bénéficie à la fin. Et maintenant, vous avez des gens comme Soro, vous avez des gens comme Gbagbo, et vous avez un autre, Konan Bédié, qui lui, pour moi, Konan Bédié est juste dans le one-man show. Pour moi, c'est que du one-man show. Je ne vois pas où Konan Bédié va aller. Donc ça c'est juste à son âge même. Ça, c'est les gens qui dérangent. Non, sincèrement, il faut que les gens arrêtent un moment de déranger. Parce que s'ils se dérangent eux-mêmes, ils dérangent le pays. Et on ne peut plus avoir des gens comme ça. Donc pour moi, il n'est même non partant. Je ne veux même pas parler de Konan Bédié. Des gens qui viennent troubler le processus électoral. Excusez-moi, je veux ajouter un peu pour dire encore que, comme j'ai souligné tout à l'heure, le problème ne se retrouve pas au niveau de la RHDP. Le problème, ça va venir après, c'est au niveau d'Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro. Exactement. Nous verrons cela. Le temps nous dira. D'accord, merci. Le temps nous dira, mais espérons que les élections présidentielles ne seront peut-être pas reportées, surtout que l'Afrique reste toujours dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Allons maintenant au Cameroun. Monsieur Eyoum, quel est l'état des relations entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique? Vous savez, dans le début du mandat actuel du président Béa, les États-Unis, avant les élections, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, c'était déjà manifesté d'une manière qui n'avait pas été appréciable. Pas seulement appréciable par le gouvernement camerounais, mais par l'ensemble, la classe politique sérieuse camerounaise. Parce qu'il y a des gens qui écrivent les lettres, il y a certains opposants camerounais qui écrivent les lettres tous les jours dans les chancelleries, ils vont payer dans les ambassades, et c'est eux qui ont encore les gens qui saccagent nos ambassades étrangères. Donc je voudrais donc dire que le président Biya, lorsque les États-Unis, par la voix du diplomate Peter Baring, parce que Peter Baring est la voix des États-Unis, il ne parle pas en son nom. Tout ce qu'il dit engage les États-Unis, parce qu'il est le représentant du du président des États-Unis sur le sol camerounais. Donc, ça veut dire que les États-Unis n'étaient pas d'accord avec la candidature de M. Biya. Moi, je ne sais pas si un jour le Cameroun a déjà émis l'idée d'être d'accord avec un candidat aux États-Unis ou pas. C'est ça, moi, quand on parlait au comité international, est-ce que les États-Unis, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vous dis, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que les Camerounais disent et pensent de leur pays qui m'intéresse. Dès lors que les États-Unis ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Vous avez vu, le président Biya était candidat. Il est allé, les Camerounais l'ont plébiscité, même quand certains contestent, nous on était aux élections, tout son avis, il faut reconnaître, le président Biya a gagné l'élection. Il est allé aux élections, les Camerounais l'ont plébiscité. Dès lors qu'il est au pouvoir, il faut maintenant faire avec. Les États-Unis, à un moment, la tension, ça a un peu commencé à diminuer. Mais il y a comme Tibor Nagui qui a passé le temps à faire je ne sais quoi, tantôt il dit une chose, tantôt il revient, tantôt il dit... C'est-à-dire, il y a eu une instabilité au cours des 2 dernières années. Peter Baring a passé, il y a eu beaucoup d'instabilité, de relations diplomatiques entre les deux pays. Mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui, vous savez, la Covid-19 a permis de calmer un peu beaucoup de choses dans le monde. Et je crois que le Cameroun et les États-Unis, qui ont toujours travaillé ensemble
même si les Américains ne sont pas d'accord sur un certain nombre de sujets, comme la crise anglophone, ils ne sont pas les seuls. Nous, les Camerounais, ne sont pas d'accord avec la gestion de la crise anglophone, pas le gouvernement. Mais le président Biya, comme toujours, on l'a dit, la diplomatie camerounaise, vous savez, c'est une diplomatie qui n'est pas bruyante. C'est une diplomatie, et ce qu'on lui reproche parfois, c'est qu'elle est souvent invisible. Ça, c'est sur le plan sous-régional, surtout, elle est souvent invisible, mais parfois, elle sait aussi être efficace. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Biya, déjà, je crois qu'on a changé l'ambassadeur camerounais aux États-Unis aussi, si je ne me trompe pas. Oui, il y a Samuel Ovett. Effectivement, donc, ce qui veut dire que je crois que les relations entre les États-Unis et notre pays, le Cameroun, vont repartir de nouvelles bases. Et n'oubliez pas, aux États-Unis, il y a l'élection. Donc, si Trump ne peut pas, il y aura un nouveau président qui va aussi venir. Certes, la diplomatie des pays ne change pas vis-à-vis parce que c'est une affaire d'intérêt, mais ce sont les approches qui changent selon les régimes en place. Donc moi, je crois quand même qu'il n'y a pas vraiment de quoi dire que les États-Unis et le Cameroun, on n'a aucun problème sérieusement. D'accord, merci pour votre contribution. Voilà, Monsieur Hamidou, en tant que député des Nations Unies, nous avons écouté tout à l'heure l'ambassadeur Peter Ballon. Les États-Unis se sont indignés dans la gestion de la crise anglophone. Mais on se souvient également qu'en cette période où tout le monde entier traverse la pandémie de Covid-19, que l'ONU a lancé un appel à pacification pendant 90 jours dans les pays qui étaient menacés par les conflits armés. Pensez-vous que cet appel s'est fait entendre au Cameroun? Bon, vous savez qu'au niveau des relations internationales, d'abord, il y a dans leurs différents objectifs, il y a régner la sécurité et la paix. Bon, l'appel lancé par les Américains, par les Nations Unies. Par les Nations Unies, plutôt, excusez-moi, par les Nations Unies. J'espère vous dire que, d'abord, si on revient au niveau du territoire national, au niveau du Cameroun, je reviens encore plus précisément dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et du sud-ouest, d'accord. Bon, les entrepreneurs de la guerre, vous savez, on propose la question, est-ce qu'ils ont des relations avec l'extérieur? S'ils ont des relations avec l'extérieur, ça veut dire que l'appel lancé par les Nations Unies se sont entendus. Mais par ricochet, ça veut dire que l'appel n'a pas été entendu. Moi, je vois plutôt que la pandémie du Covid-19 a baissé la situation, que ce soit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit dans les autres pays. J'espère m'arrêter là pour le moment. Oui, vous êtes d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord. Comme il a dit, la situation de la Covid-19 a permis d'apaiser beaucoup de tensions. Vous avez vu que même les conflits armés dans plusieurs régions du monde, même ici au Cameroun, la crise anglophone avait quand même une diminution de coups de feu. C'est tout simplement pour dire que la Covid-19 a été, ça c'est au moins le point positif de cette pandémie, c'est que ça a permis au moins aux gens qui étaient sur les champs de guerre de diminuer et même aux conflits diplomatiques aussi de s'atténuer. Donc maintenant on croit qu'il faut commencer à refaire un peu les choses parce que ce qui est sur la vie doit continuer. On a traversé 2 guerres mondiales, c'est pas maintenant que le monde va s'arrêter. Donc il faut qu'on reprenne normalement. Je suis d'accord avec Hamidou là-dessus. Et je reviens un peu beaucoup plus sur la situation politique que l'autre a souligné tout à l'heure. Il y a ce que les Dans quel pays? Bon, la relation entre le Cameroun et les États-Unis. Très bien, la relation entre le Cameroun avec les États-Unis. Vous savez, avant les élections du 7 octobre 2018, d'abord les Américains ont lancé l'appel pour que le président Paul Biya ne se présente pas aux élections. Bon, nous, on va lancer pour que Trump ne soit pas candidat aux États-Unis. Effectivement, je voulais poser la question, est-ce que c'est les Américains qui dirigent le Cameroun? Est-ce que c'est les Américains qui dirigent le RDPC? Non, ce n'est pas les Américains qui dirigent le RDPC. Si le RDPC décide que Paul Biya va se présenter, ils sont libres. Ils sont libres de se présenter aux élections. Et concernant encore le départ de l'ambassadeur des États-Unis du Cameroun, ce que les gens ignorent, c'est que le mandat du diplomate est arrivé d'abord à expiration, je pense c'est 3 ans. Et encore, la deuxième situation que je souligne est que le départ d'abord de l'ambassade des États-Unis du Cameroun ne peut en aucun cas changer la situation politique ici au Cameroun. C'est clair. Donc, c'est ça que je voulais un peu éclaircir. Okay. On dirait un ouf de soulagement pour le Cameroun.
sur le départ de Ballerin, parce qu'on se souvient que le peuple camerounais s'était offusqué contre cette déclaration qui demandait au président de ne plus se représenter. Ouf de soulagement qu'il y a eu quoi. Ça, je ne sais pas pourquoi vous donnez souvent les considérations. Mais M. Peter Barry n'était qu'un ambassadeur. Pourquoi vous voulez que... Même si c'est un Américain, c'est un peu un Camerounais. Quand vous dites ouf, ça rappelle un peu la polémique qu'il y a eu au Cameroun, toutes les déclarations du Nati, Charles Dipanda. Mais les gens peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Dans le jeu politique, ce qui compte, ce sont les actes. Si M. Barry a le pouvoir de venir sortir M. Bietoudi, d'empêcher les candidats, c'est là où il y a un problème. Tant que c'est seulement dans les discours, ça n'engage que lui et les gens qui sont avec lui, c'est tout. Donc pour moi, il n'y a aucun ouf de soulagement là-dedans. Parce que c'est que sur les relations, le Cameroun et les États-Unis vont toujours continuer. Barry, pas Barry, l'ambassade du Cameroun est là. Et les États-Unis, c'est un pays ami, c'est un pays avec qui nous allons tout travailler. Nous allons continuer toujours à travailler avec les Américains, peu importe l'ambassadeur qui est là. D'accord. Merci pour vos différentes interventions. Terminons cette émission en parlant des questions que soulèvent les élections municipales en France pour le compte de l'année 2020. La voix de la diaspora camerounaise dynamique s'est fait entendre lors de ces élections. Écoutons cet élément qui nous apporte plus de détails. La diaspora africaine, ces hommes et femmes du continent berceau de l'humanité, vivant sous les cieux étrangers et dont les relations d'interaction avec leur pays d'origine se font de plus en plus ressenties. D'ailleurs, selon un rapport de la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora ont atteint en moyenne 60 milliards de dollars depuis 2014. Son rôle dans l'animation de la vie politique des pays d'origine n'est plus à démontrer. Dans le cas du Cameroun, l'on se souvient particulièrement des présidentielles de 2018, lors desquelles la chaleur du feu de l'opposition a dès lors inondé le quotidien des Camerounais, tantôt alignés en faveur du mouvement pour la renaissance du Cameroun ou du parti au pouvoir. Même si la diaspora africaine s'indigne souvent sous les noms pris en compte des opinions et revendications formulées à l'endroit des dirigeants sur leur terre natale, ses talents défraient l'indifférence au-delà des frontières. Les modèles les plus en vue sont entre autres Hamayat, d'origine sénégalaise, ancienne candidate à l'élection présidentielle en France, ambassadrice de la France auprès de l'UNESCO, ancienne secrétaire d'État au ministère des Sports. Siben Ndiaye, d'origine sénégalaise, fidèle d'Emmanuel Macron, depuis son passage au ministère de l'Économie en 2014, est devenue porte-parole du gouvernement français, duquel elle s'est récemment détachée, et d'autres encore comme Pierre Gahan, préfet noir en France d'origine camerounaise et le premier issu des migrations. Plus récemment, les municipales de 2020 en France ont été une occasion de plus où la voix d'une diaspora dynamique s'est fait entendre. Bouclées le samedi 4 juillet 2020, les élections municipales en France ont donné lieu au choix d'environ 300 Camerounais, conseillers municipaux pour les uns, maires et adjoints pour les autres. Il s'agit entre autres de Martin Kamgen, adjoint au maire de Domont, Jean-Pierre Yedna, maire adjoint de Montmorency, Gertrude Ngorkat-Diop, conseillère municipale à la mairie de Metz, Blaise Métamon, premier adjoint au maire dans la commune d'Alloué en France, et Patrice Ondoa, pour ne citer que cela. Voilà, Monsieur Eyoum, que pensez-vous premièrement de ces hommes et femmes d'Afrique qui donnent de leur talent, de leur intelligence au pays d'Emmanuel Macron? Permettez-moi d'abord de sourire. Dans le reportage, j'ai vu l'image des gens qui marchaient là, qui contestaient au Cameroun. Vous savez le score du président Biya en France. Les gens n'ont pas les cartes d'électeurs. Mais quand il faut marcher, il faut vous les voir. C'est ça qui disait que les Africains ne sont pas encore sérieux. Pour revenir maintenant au thème, moi je veux d'abord qu'on définisse qu'est-ce que c'est que la diaspora. Dès que vous avez défini la diaspora, vous allez me dire. Parce qu'un Français, peu importe qu'il soit d'origine camerounaise, parce que le Cameroun n'a pas de double nationalité. Il faut que ce soit clair. Et beaucoup de pays africains n'ont pas de double nationalité. Donc, quand un Français est élu en France, je ne parle pas de la diaspora. La diaspora, c'est quoi? Moi, d'après moi, la diaspora, c'est ceux qui ont encore leur nationalité et qui sont à l'étranger. Donc, si quelqu'un, tous ces gens que vous avez montrés, pour moi, c'est des Français. Jusqu'au jour où, et même jusqu'au jour où on va le faire, la loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire que la loi n'est pas pour le passé. Ça veut dire qu'on ne va pas considérer que ceux qui sont dans le futur. Donc, tous ces visages que vous voyez montrer là, c'est des Français qui sont élus dans leur pays, la France. Ce n'est pas des Africains, ce n'est pas des Camerounais. Je ne refuse pas. Ils peuvent être
Ils sont de culture camerounaise, ça c'est incontestable parce qu'ils sont membres de nos familles, mais ils sont de nationalité. Et maintenant, je dis même d'origine, mais bien sûr, j'ai vu les Yéna Bassa et autres. Il y a eu même une qui était journaliste, on l'a pas montré là, mais qui était journaliste à la chaîne nationale TV. Donc c'est pour dire que s'ils ont réussi, c'est une très bonne chose. Cela montre quand même que le talent camerounais se vend à l'étranger. Mais est-ce que c'est au profit du Cameroun? Détrompez-vous, je suis désolé, ils sont en train de travailler pour les collectivités décentralisées françaises. Et c'est là où... Il y a ce qui existe en décentralisation, le principe de l'intercommunalité qui voudrait que les communes étrangères peuvent coopérer. Je vous pose une question. Quand Mme Founi, par son âme, est allée chercher au consul d'Italie, faire ses partenariats, et il y avait les gens de la diaspora camerounaise en Italie. Ça veut dire que ça, c'est le faux prétexte. Parce que si un maire au Cameroun, malheureusement, il y a beaucoup de maires qui ne travaillent pas. Si un maire veut travailler, qui va mettre des projets, il ne va pas attendre qu'un Camerounais soit maire à jouer là-bas. Non. Il s'adresse à l'institution. L'institution, c'est la mairie, ce n'est pas les individus. Même si les individus facilitent. Et comme on a dit, la plupart, c'est des maires adjoints. Et c'est là où vraiment, quand on insulte la femme, moi, vraiment, quand je dis que j'ai du mal à comparer les Africains, tous les jours, les gens passent à insulter la France. Quand moi, je considère que c'est un pays ami. Et c'est eux qui se vantent d'avoir les Africains qui sont maires dans ces pays. Finalement, quelle est votre position? Il faut avoir une position qui est claire. Soit vous êtes d'accord avec nous que la France est un pays avec lequel on doit composer, soit vous êtes d'accord que vous ne devez pas vous orgueillir de leur... Parce que ça, c'est les fiertés françaises. Ce sont les fiertés. Nous, c'est vrai sur le plan familial, sur le plan bon. Ils sont d'origine camerounaise, on peut le dire. Je ne suis pas sûr que si un Français major camerounais, les Français vont en faire tout cet état, ils ne vont même pas en parler. Parce que ce sera tout simplement, comment on appelle ça, une anecdote, quelque chose de totalement anecdotique. Donc maintenant, s'il y a les Camerounais qui sont là-bas, c'est bien pour eux. Moi, je regarde jusque dans mon pays, au Cameroun, il n'y a pas de décentralisation. Ou eux, s'ils étaient restés au Cameroun, et qu'il n'y a pas de conditions qui permettent à cette diaspora-là de mettre leurs talents avec. Parce que s'ils sont reconnus comme talent là-bas, parce que pour être maire, ça veut dire que vous avez quand même certaines compétences. Ils auraient pu mettre ces compétences au service du Cameroun. Moi, je crois que c'est là où on doit se poser la question. Pourquoi des gens qui sont d'origine camerounaise se retrouvent avec d'autres nationalités dans les mairies de ces pays-là et non au Cameroun? Moi, je crois que c'est de cette façon dont on doit aborder le sujet. Ils n'ont jubilé des gens qui sont français, qui sont maires dans leur pays. Qu'est-ce que le Cameroun devrait faire pour ne plus perdre donc ses talents? Mais juste, il y a la question de la double nationalité que je venais d'évoquer premièrement. Il y a deuxièmement le cadre de l'exercice de la politique au Cameroun. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous sommes encore à l'épreuve de la démocratie. Ce qui rend difficilement une certaine pratique politique qui est noble, qui est normale et qui est efficace pour la population. Parce que ici, quand vous voulez revendiquer, c'est Mami Ouattara qui sont ouverts de l'eau. En France, ce n'est pas forcément le cas. Là-bas, ils peuvent s'exprimer. Là-bas, c'est plus la politique des idées. Comme moi, je défends la politique des idées. Ici, c'est la politique des personnes. Où on tire sur tout le monde. Vous avez 14 journaux qui sortent un matin, qui mettent même une seule individu. Donc, c'est des choses que là-bas, ils se sentent plus intégrés. Et je crois aussi quand même qu'il faut le reconnaître, un petit complexe. Parce que vous pouvez voir qu'ils sont arrivés là-bas. Tout ça aussi fait partie de l'intégration. Ça, c'est un message que la France envoie au monde. Pour dire que c'est un pays qui est laïque, c'est un pays d'intégration. Vous avez parlé de la porte-parole du gouvernement qui est fidèle de Macron le Puy. Vous voyez que c'est une noire d'origine sénégalaise qui est porte-parole du gouvernement français. Parce que c'est pour vous dire qu'ils sont en train de vous vendre une image. C'est le pays de l'égalité, fraternité, comme ils ont l'habitude de dire dans les devises. Et c'est là l'intégration. Est-ce que nous les Africains, déjà nous-mêmes nous avons intégré dans la zone CEMAC, quand vous arrivez au Gabon, vous avez au passeport CEMAC, on vous traite comme un étranger, mais vous voyez qu'eux ils sont en train de donner une leçon. Et c'est ce genre de choses que nous les Africains, nous devons retenir, apprendre d'eux, et non passer le temps à les fustiger alors qu'ils ne se battent que pour les intérêts. Apprendre d'eux, mais si on prend la France sous l'angle du colonisateur, qui continue de dominer toujours aujourd'hui sur les pays d'Afrique francophone, est-ce qu'on peut saluer cette élection des Camerounais comme maire? Moi, je vous pose une question. Si vous étiez à la place de la France, vous feriez comment? Mettez-moi en place. C'est un jeu d'intérêt. Moi, je vous dis que si moi j'étais français, je ferais pareil. Parce que je suis français. Vous savez, aux États-Unis, les Américains vous disent que eux, ils ne veulent pas savoir comment le gouvernement fait. Ils veulent juste que quand il arrive à la station, dès qu'il met le carburant, s'ils bombardent en Afghanistan, ce n'est pas leur problème. Tous les gouvernements sont là pour résoudre les problèmes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si la France, si vous les Africains, vous passez le temps à être dans les débats en train d'insulter la France, au lieu de travailler pour vos pays, c'est votre problème.
Eux, ils sont là pour les intérêts. Et tant que les Africains ont passé le temps à dormir, la France va sucer jusqu'au dernier, je ne sais même pas, jusqu'au dernier noyau de l'Afrique. Et c'est là que normal, c'est la politique, Winnie, c'est la politique. Il n'y a pas d'état d'âme. Je vous l'ai dit, c'est la politique. Il n'y a pas d'état d'âme. Les Français sont dans leur droit. Vous croyez que si aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, une entreprise comme Total, il y a une autre entreprise concurrente qui veut venir se positionner contre les intérêts de Total, vous-même qui êtes ici, journaliste, si quelqu'un veut votre position, les laisser, sont réalistes, ce n'est que normal, ils sont dans leur rôle. C'est à nous les Africains de travailler sur nous. C'est sur nous que nous devons travailler. Parce que si on crée le patriotisme, si on crée une véritable identité nationale africaine, on n'aura plus besoin de parler de la France. Pourquoi la Chine n'a pas été colonisée? Pourquoi les États-Unis n'ont pas été colonisés? Pourquoi eux n'ont pas ce problème? Ça veut dire que le problème n'est pas la France, mais c'est les Africains. Ici, désolé, c'est les Africains. Nous parlons quand même de 400 ans d'esclavage. Mais justement, la Chine a une culture qui est très forte. Ils s'appuient sur leur culture. Et c'est pour ça qu'ils ne sont plus dans cette chose. Je ne prends même pas le Rwanda. Regardez le Rwanda, la France le Cameroun n'a même pas été colonisé par la France. Première chose, il faut tout rappeler. Cameroun n'a pas été colonisé, il était que sous tutelle. Le Rwanda, lui, par contre, oui, mais regardez le Rwanda aujourd'hui. Pourquoi le Rwanda ça va? Donc, ça veut dire que c'est un problème de nous-mêmes les Africains. Pourquoi au Rwanda, le président Kagame a orienté son pays d'un angle anglo-saxon où aujourd'hui les gens ont même tendance à oublier qu'il était un pays francophone avant le génocide de 94. Non, il faut qu'on soit mature. Arrêtons tout le temps avec les discours là que colonisateur. Si on va passer le temps à rester dans ces discours, il n'y aura pas de paix dans ce monde. Parce que celui qui va dire qu'on va coloniser, même ici en Afrique, il y a eu des guerres entre les pays. Est-ce qu'on va passer le temps après? Non, il faut un moment, il faut être réaliste. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Il faut comprendre la France a ses intérêts comme les autres pays. Et c'est à nous de savoir composer avec tous ces intérêts. C'est pour ça qu'il faut saluer certains chefs d'État qui ont compris cela et qui, au lieu de s'agiter, ils ont compris que la diplomatie, c'est dans le silence que c'est plus efficace. D'accord, merci pour votre contribution. Monsieur Amidou, pensez-vous, avec cette situation, que le Cameroun devrait accélérer les textes pour revenir sur la question de la double nationalité? D'abord, pour revenir sur votre question, Winnie, laissez-moi d'abord féliciter et encourager les bravos de ces vaillants compatriotes qui ont occupé des postes de responsabilité dans l'Hexagone. Vous savez, d'abord, pour décrire une telle situation, il faut se baser, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les relations internationales. Dans des différents objectifs des relations internationales, nous avons la fraternité, relations amicales, relations de fraternité. Vous savez, depuis l'indépendance du Cameroun, le 1er janvier 1960, le Cameroun a toujours entretenu des relations de sérénité, de fraternité avec l'extérieur, et en particulier la France. Donc, pour dire que nos différents compatriotes qui se sont exiliés du triangle national et ont occupé des postes de responsabilité dans l'Hexagone ne doit pas nous surprendre, parce que vous savez, on taxe cela une forme d'intégration et nous les félicitons. On les a choisis, pourquoi? Parce qu'ils sont compétents. C'est la compétence qui domine beaucoup plus ici. Bon, sortons même hors cadre encore de la France et du Cameroun. Même dans certains pays, je prends l'exemple de l'Angleterre d'abord. Et en Angleterre, au niveau d'abord des conseillers, des conseillers municipaux, il y a plus de centaines de pays et plus de centaines des Africains qui sont des conseillers municipaux. D'ailleurs même, au niveau de la France encore, je reviens, avant, vous savez que l'autre, il s'appelle qui encore? L'ancien président français, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est un Hongrois d'origine. Un Hongrois d'origine, pour dire que lui aussi s'est présenté au poste du président de la République. Autant même de Nicolas Sarkozy encore, nous avons 26 députés qui siégeaient à l'Assemblée nationale. Tous ces 26 députés étaient des Africains. Maintenant, je reviens sur la double nationalité. Concernant la question de double nationalité, j'espère vous dire que ça dépend maintenant au niveau du pays, même au niveau du Cameroun. Si le Cameroun décide, nous savons que c'est nos différents parlementaires qui votent les lois. Si le Cameroun décide d'adopter la double nationalité,
c'est bien. S'ils ne décident pas, ils savent le pourquoi. D'ailleurs même, lors des dernières élections locales, vous avez vu la situation d'Hervé Emmanuel comme on a rejeté sa candidature parce qu'il avait la double nationalité. Donc, moi, je me dis que ça dépend du Cameroun. Si le Cameroun veut, il adopte la double nationalité. S'il ne veut pas, bon, ils savent pourquoi ils ne veulent pas. Vous savez, avant, on disait que d'abord, la constitution du Cameroun est conforme aussi, est un peu conforme, je peux dire, à la constitution française. Donc, en quelque sorte, c'est les mêmes. Donc, le Cameroun s'est inspiré de la constitution française pour rédiger même sa constitution de 96. Donc, je ne peux m'arrêter là. D'accord, Monsieur Youm, nous terminons avec vous par cette question. Quel apport pour le Cameroun dans l'adoption du principe de double nationalité? Non, l'apport, c'est plus un problème politique. Parce que le débat de double nationalité, c'est sur le président Yidjo. Il faut le dire. Qui voulait écarter un certain nombre d'adversaires politiques qui étaient en exil à l'étranger. C'est sur lui qui prend la décision d'interdire, même pas d'interdire, de ne pas reconnaître la double nationalité. Parce qu'il y a une différence entre ne pas reconnaître et interdire une chose. Pour interdire, il faut déjà qu'elle existe, ça n'existait pas. Donc, il prend la décision de ne pas reconnaître la double nationalité. C'était principalement contre les UPCistes qui étaient ses adversaires politiques. Après lui, il y a eu le président Biya qui est arrivé. Lui aussi l'a connu. Parce que cette affaire de double nationalité, c'est un couteau à double tranchant au Cameroun. C'est quelque chose où, quand ça arrange, on laisse. Quand ça ne nous arrange pas, on amène. Je vous parle le cas d'un artiste, Dédé Yango, qui était candidat à l'élection de la présidence des affaires des droits d'auteur et autres. Il allait aux élections, tout le monde savait qu'il était américain. Mais comme son adversaire, il était soutenu par l'épouse de quelqu'un que je ne veux pas citer, tout le monde était convaincu que celui-là allait gagner. Comme DJ Yango a gagné, c'est là qu'on vient maintenant dire qu'il est américain. Pourtant, ils le savaient tous dès le départ. Vous avez vu ici, lors des élections législatives, il y a un monsieur Kandal parti au pouvoir législatif qu'on a écarté pour tuer cette affaire de nationalité. Mais on voit des ministres, des directeurs généraux qui vont, le jour des élections, ils vont dans les ambassades voter leur autre président. Là, on ne parle pas de ça. Donc, c'est pour dire qu'au Cameroun, on l'utilise comme un couteau à double tranchant et ça crée des frustrations. Et c'est ça qui frustre, par exemple, quelqu'un comme Richard Bouna. Parce que la frustration de Richard Bouna vient du fait que certains qui sont proches du régime, ils ont le droit de se servir de leurs deux identités comme ils veulent en violation de la loi. Mais lui qui n'est pas proche du régime, on lui interdit de faire la même chose. Et il avait dit que si on interdit à toute nationalité, il reconnaît. Mais qu'on le fasse pour tout le monde, il ne faut pas que ce soit à tête chercheuse. L'avantage, je dis, c'est quoi? C'est que non seulement ça va apaiser nos frères camerounais qui sont à l'étranger, de un. De deux, ça va faciliter leur déplacement même parce que vous savez, quand moi le visa le plus cher au monde qui est à $100, c'est un visa, et je crois $100, oui, extrêmement cher. $100, 100 euros, je sais plus, mais je crois que 100 euros plutôt, qui est extrêmement cher. De trois, maintenant l'avantage qui est aussi à double nationalité, c'est que nous allons bénéficier des gens comme Kylian Mbappé. Donc, il faut être sérieux parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent sur le sol étranger qui sont de sang camerounais et un talent comme celui-là Mbappé, il est incontestable. C'est un fils de Bolidale chez nous ici dans le littoral. Son papa parle de la pure. Vous comprenez un peu? Donc c'est un Camerounais de sang, mais on ne peut pas bénéficier de lui parce qu'il est né sur le sol étranger. Imaginez le nombre d'enfants nés de nos frères qui sont de l'autre côté que nous allons perdre comme talent, alors qu'en ayant la double nationalité, on pourrait de manière insidieuse et facile les ramener au bénéfice de l'Afrique. Donc voilà à peu près les enjeux que nous avons aujourd'hui et c'est même l'inconvénient quand même, il faut reconnaître, c'est que ça va permettre, là il faut qu'on veille au niveau juridique un certain nombre de personnes qui peuvent poser des actes délictuels sur le sol camerounais pour après revendiquer leur autre nationalité pour fuir le moment venu quand la justice va frapper. On a vu des cas comme ça, je n'en citerai pas ici parce que ce n'est pas le thème du jour, mais c'est des choses que sur le plan juridique nous devons éviter. Parce que quand moi je dis, s'il faut de la double nationalité, moi je dis on doit la donner, mais il faut que le président, les membres du gouvernement, les secrétaires, les maires, les députés, tous ceux qui sont élus et qui sont dans les dévolutions, le programme, les directeurs de société, que eux, ce soit interdit que la personne la double nationalité pour garantir les intérêts de l'État du Cameroun. Effectivement, justement parlant de la double nationalité, et moi je pense que quand le Cameroun va décider pour adopter la double nationalité, comme l'autre la vient de dire, il faut donc structurer le cadre, donc il faut permettre à certains
d'obtenir cette double nationalité et ne pas permettre à certains, comme il a évoqué tout à l'heure, les directeurs, les maires et les ministres. Parce que, par exemple, s'il cause des dégâts ici sur le territoire camerounais, il peut s'enfuir pour aller rester sur l'autre pays. D'accord, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette émission. Chers téléspectateurs, nous tendons à la fin de Panafricanisme 101 et nous donnons rendez-vous pour la prochaine édition.